Je voudrais d'abord commencer par remercier et Croissance Plus et l'Institut Montaigne, dont je suis membre. Je voudrais dire que les équipes ont fait un travail absolument formidable. On a, avec mon ami Alain Relais, pas mal travaillé et animé. Je retrouve beaucoup de gens qui vont être capables de débattre dans cette salle. Laurent Bigorne fait un travail formidable, je tiens à le dire, pour faire avancer les idées. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites pour le financement des entreprises. La dernière en date, je parle sous le contrôle de Elie Cohen, qui est dans mon comité consultatif général, c'est d'avoir pris 1 milliard dans les investissements d'avenir pour les mettre chez François Drouin, ce qui a permis de créer la Banque de l'Industrie, l'effet de levier 12, donc ça me permettra de respecter les exigences de Elie, parce que c'est vrai qu'une opération à x12, c'est pas tous les jours faite. Et on a pris cet argent, pour l'essentiel, je le dis, sur des fonds qui étaient des fonds d'avance remboursables et dont on constatait, probablement parce qu'on s'était trompé, que l'argent ne parlait pas aussi vite qu'on le pensait. On avait notamment prévu des fonds pour des start-up dans le numérique. On en a moins qu'on ne le voulait. On a resté encore plus de 200 millions d'euros, mais on en a moins qu'on ne le pensait. Par contre, on a découvert sur le numérique, beaucoup d'entreprises existantes avaient besoin d'intégrer cette donnée nouvelle, et par conséquent, c'était bien qu'ils puissent se diriger vers Euseo, qui, François, c'est ce dont nous sommes convenus, gardera une enveloppe plus importante que le montant qu'on a distrait. Donc là aussi, on fera un effet de levier direct. Et nous sommes tous préoccupés par le financement des entreprises. Je voudrais juste vous dire un chiffre qui, je crois, est éclairant. Aujourd'hui, la majorité des emplois nouveaux créés le sont par moins de 10% des entreprises, qui sont des entreprises à potentiel de croissance et qui ont comme caractéristique que même en période de crise, elles n'arrêtent pas d'investir. Et dans tout ce dont on va parler, ces entreprises-là, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont tout à fait essentielles. C'est-à-dire qu'elles croient qu'elles peuvent continuer, et elles démontrent qu'elles peuvent continuer à prendre des parts de marché, à créer de l'emploi, alors même que nous traversons une période difficile liée à la crise financière. Alors, pour faire un tour rapide de ces propositions, la première, c'est ce que j'appellerais, c'est un terme qu'on aime beaucoup au commissariat général, mais aussi à la médiation des relations interentreprises, à la médiation du crédit, ce qu'on appelle la solidarité intelligente, c'est-à-dire ne pas demander aux autres plus que ce qu'ils ne peuvent faire ou agir contre leur intérêt, mais au moins leur demander de respecter des règles du jeu. On a déjà cité les délais de paiement. Les délais de paiement, c'est le premier exemple de la solidarité intelligente. Les délais de paiement, c'est intéressant, Croissance Plus le soutient depuis quelques mois, et personnellement, c'est un combat de 30 ans. Et ce combat de 30 ans, il a eu 2 temps forts. Il a eu un temps fort avec Édith Cresson, qui était la première, quand elle était Premier ministre, à avoir le courage de poser ce problème, et j'ai ce souvenir de travailler avec elle sur ce sujet. Tout le monde était d'accord, mais dites-moi, quand on s'est retourné pour faire voter la loi, on était tout seul. C'est un peu ennuyeux, donc on s'est dit, on va se faire, excusez-moi du terme, buter. Alors c'était vrai pour elle, pas pour moi, socio-professionnel, ça m'a convaincu que la politique est un métier dangereux, mais franchement, alors, on a quand même fait les produits frais, et tout le monde avait dit, vous allez tuer la filière des produits frais. Je pense qu'on l'a sauvé. Et puis il a fallu attendre plus de 15 ans, presque 20 ans, pour que Nicolas Sarkozy, se réemparant du sujet, contre tout le monde, et contre Vence des Marais, impose un texte, et que nous avons tous été d'accord pour appliquer, bien que nous ayons été en pleine crise financière. Et nous avons bien vu, à la médiation du crédit, à quel point ce texte nécessaire de loi sur les délais de paiement donnait un souffle aux entreprises et leur permettait d'avancer. Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Nous pensons dans nos propositions 2 choses. Un, ce serait mieux si les entreprises, notamment les plus grandes, respectaient la loi. Ce serait tellement mieux et tellement plus simple. Voilà. C'est-à-dire si elles payaient à leurs petits fournisseurs, à leurs sous-traitants, dans les temps voulus, et si ces derniers continuaient la chaîne. Voilà, c'est le premier élément de solidarité intelligente. Le deuxième exemple de solidarité intelligente, c'est, sans remettre en cause complètement le monopole bancaire, mais peut-être quand même un tout petit peu, on constate qu'il y a des grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Eh bien, après tout, pourquoi est-ce que, au nom de cette solidarité intelligente, on ne permettrait pas à ces entreprises de prêter de l'argent à certains de leurs clients ou de leurs fournisseurs dans des conditions qui seraient encadrées, mais qui permettraient ainsi de rendre cette trésorerie à la fois
pour eux plus rentable, plus sûr, tout en contribuant à développer le tissu économique. Je crois que c'est quelque chose qui ne serait pas inutile. La solidarité intelligente, c'est aussi d'accepter que les assureurs crédits soient dans une position difficile chaque fois qu'il y a une crise. L'assurance crédit, c'est quelque chose finalement qui vous assure contre, en période où tout va bien, le très gros sinistre, pour dire les choses simplement. Et on comprend bien qu'avec une toute petite cotisation, on ne peut pas encaisser des sinistres considérables sans arrêt. C'est la raison pour laquelle on avait créé, vous vous le rappelez, pour les aider, CAP, CAP+, etc. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle ils s'étaient engagés à ne pas prendre de décision pour les assureurs crédits qui concernent un seul secteur, comme ça, d'un coup d'un seul, où subitement les gens découvrent que leurs fournisseurs leur disent bah, « Écoutez, c'est gentil, mais à partir de maintenant, vous payez comptant. » C'est-à-dire que dès qu'on vous livre, vous payez, autrement, vous n'avez pas la marchandise. Pourquoi ? Parce que notre assureur crédit a décidé que ça ne marchait plus. C'est un point qu'on avait beaucoup travaillé avec Hervé Novelli, s'en rappelle, et nous avions obtenu des assureurs crédit qu'ils acceptent de donner un délai et qu'ils acceptent d'ouvrir une discussion avec l'entreprise. Et puis surtout, nous avions mis en place des dispositifs qui permettaient de garantir de l'assurance crédit, même quand les choses allaient mal. Bien, nous proposons exactement de revenir sur ces bons principes en les précisant. Et je crois que là encore, quand une bonne habitude est prise, il ne faut pas la laisser de côté. Le deuxième grand mouvement de proposition a trait à l'idée de fluidifier la dette. Et finalement, fluidifier la dette, ça veut dire, pour faire simple, permettre aux entreprises PME et ETI d'aller sur le marché obligataire, d'y aller seul ou d'y aller en se mettant à plusieurs, parce que c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas de raison de réserver ces opérations qu'aux grands groupes. Et il faut aider les entreprises petites, c'est un métier, c'est un savoir-faire, il faut les aider à avoir accès au marché financier. Je fais une parenthèse, je pense d'ailleurs la même chose pour les collectivités territoriales. Mais enfin, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je ne suis pas chargé de Dexia, je suis chargé de parler des problèmes de financement des entreprises. Et puis, nous pensons aussi qu'il est essentiel que les PME comme les ETI, mesdames et messieurs, comme les start-up, aient accès au marché boursier. Nous pensons tout à fait essentiel qu'il y ait une saine concurrence. Je ne voudrais que mes propos ne soient pris, ni ceux du groupe, comme une critique de personne, parce que c'est difficile. Mais nous ne voyons pas pourquoi. Il y a un engouement sur un ensemble de places. Il y a un engouement en Angleterre. Il y a un engouement nouveau en Italie. Il y en a un à Stuttgart. Nous ne voyons pas pourquoi nous n'aurions pas, sur des départements spécifiques, type Alternex ou équivalent, pourquoi il n'y aurait pas plus d'engouement pour les sociétés. Ça suppose un véritable effort de notre part à tous et à toutes. Ça veut dire qu'il faudrait que la cotation coûte moins cher, parce que si une cotation coûte entre 500 000 et 1 million d'euros, et si vous venez chercher 3 millions d'euros, vous n'êtes pas tout à fait rendu, si vous voulez, donc il faudrait faire des choses plus raisonnables. Deuxièmement, c'est bien de faire des due diligence, mais objectivement quand même, il me semble qu'il y a des commissaires aux comptes, s'ils signent en bas, prenant leur responsabilité, qui n'est pas tout à fait rien, peut-être que ce n'est pas la peine d'y retourner, et qu'il vaut mieux limiter les due diligence à la stratégie, ce qui serait plus efficace, pour se poser les bonnes questions. En tout cas, nous pensons qu'il est essentiel qu'il y ait, sur la base de l'excellent rapport produit notamment par mon ami Giamy et mon ami Ramex, hein, c'est normal que je te félicite, parce que comme je suis le premier à donner cette mission, si tu veux, j'ai tout intérêt à dire que j'ai choisi des gens formidables pour la réaliser. Mais c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des blocages, il faut que ces blocages sautent, ça c'est vital. Il est essentiel que les sociétés aient un accès libre, et les start-up aient un accès libre au marché boursier. D'ailleurs, ça permettra à une clientèle de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, voire de start-up d'arriver, qui aujourd'hui sont hésitantes à faire appel à des fonds. Parce que nous savons bien que ce nombre de cas, les gens disent c'est très bien, mais le fonds, le long terme pour lui, c'est, allez, Patrick, on va dire entre 6 et 9 ans, mais pour un chef d'entreprise qui a 30 ans, le long terme, c'est plutôt 35 ans, donc on n'a pas la même vision du long terme. C'est assez légitime qu'il se sente plus serein s'il est dans une cotation qui lui permet de faire varier, éventuellement de racheter à un moment une partie de ses titres. Quand on voit les histoires, les success stories des 20 dernières années,
on verra que ça s'est passé par la bourse. Je ne prendrai qu'un seul exemple, qui est Cégide, qui est une société d'informatique lyonnaise, pour ça que je l'apprends, parce qu'elle est lyonnaise. Eh bien, on voit bien que c'est par la bourse et par les systèmes facilitant à l'époque l'entrée à ce qu'on appelait le second marché que cette société a pu exploser. Elle est rentrée, elle était toute petite. Mais sans ça, elle n'aurait pas pu continuer à vivre. Voilà. Je ne vais pas continuer sur la liste des exemples. Je voudrais dire deux dernières choses, si vous me permettez. C'est parce que mon ami Jean-Claude Vaulot est là que je veux lui faire plaisir, mais c'est parce que je suis convaincu. Quand il m'en parlait, je ne comprenais pas bien au début, et puis maintenant, Jean-Claude, j'ai bien compris. Il n'y aura pas de restructuration industrielle en France si on ne passe pas par des approches de filières. Et pour qu'il y ait des filières, il faut qu'il y ait des gros joueurs qui respectent les joueurs de taille plus modeste et qui les entraînent partout, y compris à l'étranger. Mais il faut aussi, comme on a commencé à le faire, avec la Caisse des dépôts, avec le FSI, que l'on crée des fonds, et des fonds de filière. Et dans ces fonds de filière, il faut qu'on ait tout le monde. Il faut qu'on ait peut-être des fonds d'épargne, il faut qu'on ait certainement des fonds mis par les plus grandes entreprises, ça veut dire qu'elles croient leur filière et qu'elles ont intérêt à investir chez les plus petits parce qu'elles veulent rester fidèles à eux et leur donner du travail. On a intérêt à avoir des fonds qui viennent du capital développement. On a intérêt à créer ces fonds de filière, c'est tout à fait essentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est structurant, parce qu'un fonds de filière permet de structurer. Et puis le dernier point, mais je ne fais qu'être redondant avec ce que dit sans arrêt mon ami Hervé Novelli, il faudrait une vraie stabilité fiscale. Voilà. Alors, je tiens à le dire, ça c'est quelque chose que notre pays a beaucoup de mal, c'est créer de la stabilité.